Salut, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le début du jeu, l'introduction de Inside, qui est un jeu vidéo sorti en 2016 et qui a été développé par le studio danois Playdead. C'est un peu le grand frère, le frère spirituel de leur précédent jeu qui s'appelait Limbo, sorti en 2010, qui avait posé les fondamentaux d'un style qu'on appelle le Die and Retry, qui est un type de jeu, et Limbo était vraiment un des pionniers, un des précurseurs. C'est un type de jeu où on est lancé dans une aventure qui est assez sombre et difficile, et notre personnage va très souvent mourir, et le jeu va profiter de cette mort non pas comme étant une pénalité, mais comme étant une forme d'apprentissage pour le joueur et de reproposer, de rejouer la situation euh, sur laquelle on vient d'échouer pour progresser dans l'histoire et apprendre de nos erreurs et aller jusqu'au bout de l'aventure. Le jeu a été réalisé par Arndt Jensen et Dino Patti, qui sont les fondateurs du studio, si je dis pas de bêtises. Ils ont été aidés par leur équipe, notamment leur level designer dont j'ai oublié le nom, mais qui a quitté l'équipe et qui a fondé son propre studio pour sortir un jeu qui s'appelle Cocoon, qui va sortir prochainement et ça a l'air vraiment top. Donc, sans plus attendre, on va lancer le début du jeu. Donc, je vais recommencer une nouvelle partie. Et voici l'introduction de Inside. C'est un jeu que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment pour moi une manière de commencer une sorte de format sur YouTube. Donc c'est très imparfait. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour les éventuels bafouillements et erreurs. Donc je vais essayer de faire ça bien. Et moi je suis graphiste 3D. Je travaille dans le jeu vidéo depuis quelques années maintenant. Et quand je joue à des jeux vidéo, je profite comme un joueur lambda. Je prends du plaisir à jouer aux jeux vidéo parce que c'est le médium qui me passionne. Et dans le même temps, dans un coin de ma tête, un peu de manière plus ou moins consciente et automatique, il y a une partie de mon esprit qui analyse le jeu pendant que j'y joue. Et ce format-là, c'est un peu moi qui vais ralentir un peu mon esprit et qui vais le sortir à haute voix et verbaliser ce que je me dis en temps réel par rapport au jeu. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'avais envie de partager. Je me dis qu'il y a peut-être des gens, soit novices ou même des passionnés ou des professionnels du jeu vidéo qui pourraient être intéressés par voir quelqu'un en parler, parler de, de game design, de communication environnementale, enfin plutôt de communication non verbale et de narration environnementale pour être précis. Je pense que je reviendrai sur ces thèmes-là, ces idées-là au cours de cette analyse. Et voilà, je pense que je vais centrer ma réflexion et mon observation du jeu entre le gameplay et la direction artistique, qui sont des sujets assez larges. Mais voilà, l'introduction est déjà beaucoup trop longue, mais je pense que c'était important d'expliquer un peu les intentions premières de ce format vidéo. Et de toute manière, je vais distiller un peu les étapes de ce flux de pensée au cours du jeu, petit à petit. Alors, Inside, c'est vraiment un jeu d'auteur qui a plein d'intentions très minimalistes et très radicales dans son propos et sa mise en scène. Et déjà, le truc qu'on peut voir, c'est que quand j'ai
recharger ma partie. Et donc ça, c'est l'écran qui apparaît la première fois qu'on lance le jeu. Il y a quelque chose d'assez subtil, mais qui fait vraiment partie du message du jeu. Je ne vais pas le spoiler, on en parlera plus tard si on va jusqu'au bout. Mais il y a une des thématiques dans le jeu qui est très présente, c'est la thématique du contrôle. Et il y a un peu une mise en abîme de la place du joueur et la place du joueur dans le jeu. Et la manière dont le jeu interagit avec le joueur. Et là, ce qui se passe, c'est il n'y a pas de personnage visible à l'écran, il y a juste une forêt sombre avec un jeu de lumière clair-obscur et le titre qui apparaît. Et le titre ne disparaît pas tant que le jeu ne reçoit pas d'input de ma part. Donc là, je joue avec un contrôleur de Xbox et le titre ne disparaît pas tant qu'il n'y a pas d'action de ma part. Et le titre apparaît d'un rouge vif, donc il est clair sur fond sombre, saturé sur gris, donc il est hyper lisible et c'est un jeu qui a un vrai savoir-faire dans la composition de son image et des informations qui donne aux joueurs comme ça. Donc là, voilà, j'ai appuyé sur le stick directionnel pour lancer le jeu et le titre disparaît et ce personnage, ce jeune garçon, rentre dans le cadre. Il y a déjà un rappel de couleur entre le pull rouge du garçon et le titre. Et c'est un jeu qui va être très minimaliste dans ses choix de code couleur. C'est un jeu qui va se résumer dans une charte graphique et un code couleur entre blanc et noir, gris. Donc c'est pas vraiment un jeu en noir et blanc, il y a des légères teintes légèrement bleutées dans les gris, présence du rouge et présence du jaune. Euh, voilà. Donc là, je me mets à la place d'un joueur qui découvre ce jeu-là. Euh, et là, très intuitivement, le jeu m'invite à aller vers la droite. Donc c'est ce que je fais. Pourquoi je vais naturellement vers la droite? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est un peu un code de game design très présent dans les jeux vidéo de type platformer. Donc les jeux vidéo de type platformer, ça vient des Mario ou des choses comme ça, où la caméra va être positionnée en vue de côté et notre personnage est en profil par rapport à la caméra. Et c'est un peu, si on remonte dans l'histoire du jeu vidéo, c'est un peu une forme de... Ouais, c'est très codifié. Notre personnage va très naturellement vers la droite de l'écran euh, pour donner cette sensation de progression et d'avancée. Et ça, en fait, ça vient des premiers jeux qui faisaient déjà ce choix-là, pour la simple et bonne raison que la plupart des jeux sont développés par des sociétés occidentales. Et le sens de lecture sous format écrit papier, il va de la gauche vers la droite. Donc en fait, intuitivement, quand on voit une image, et ça c'est vrai aussi, quel que soit le médium dans l'histoire de l'art, ça se voit aussi beaucoup, mais c'est le cas aussi dans la bande dessinée et le cinéma. Et si on veut donner la sensation qu'un personnage progresse dans l'intrigue, il va aller en direction de la droite, et si on veut faire sentir qu'il revient sur ses pas ou qu'il régresse, il va aller de la droite vers la gauche. Voilà. Et effectivement, là, cette sensation, elle est amplifiée par le fait que la, la composition est très minimaliste. Il y a ce mur qui est à gauche de l'écran, qui va littéralement nous empêcher de revenir sur nos pas. Donc il n'y a pas de Easter egg
Donc Easter egg veut dire œuf de Pâques en anglais. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses cachées sur la gauche. Et si on essaye de grimper l'animation du personnage alors c'est fou, il y a un travail d'animation qui est absolument titanesque sur ce jeu. Il y a une animation spécifique à chaque mini-action. C'est assez fou. L'animation nous communique très clairement qu'il n'y a pas d'accroche possible pour le personnage et que le seul choix possible c'est d'aller vers la droite. Et de la même manière, il y a des foliages, il y a des buissons qui vont fermer la composition de l'image vers le haut. Et évidemment, c'est un jeu qui va jouer énormément sur son lighting, sur sa mise en lumière avec cette espèce de God Ray, cette espèce de rayon de lumière divin qui perce à travers la canopée de la forêt pour se poser juste pile poil sur notre personnage et ce rayon de lumière vient de la droite. Et tout ça, inconsciemment, va inviter le joueur à se diriger vers la droite de l'écran. Il y a une autre chose à remarquer, c'est que notre personnage se déplace exclusivement sur un seul plan. C'est comme si il avait été codé à ne pouvoir bouger que sur un rail d'avant en arrière. Euh, et ça va être le cas sur absolument la totalité du jeu. Et euh, la plupart des jeux rentrent dans deux grandes catégories, à savoir les jeux en deux dimensions et les jeux en trois dimensions. Euh, et celui-là, c'est un mélange entre les deux. Quand Limbo était sorti, on parlait euh, de jeux en 2,5D. Et Limbo a démocratisé le terme cinématique platformer parce que même si c'était un jeu en 2D avec de la parallaxe ou dans le cas de Inside de la véritable 3D, le gameplay est en 2D et c'est des jeux qui vont plutôt baser leur expérience non pas que sur le gameplay et sur la jouabilité, mais aussi sur l'ambiance, le travail sonore, les choix de mise en scène. Et donc c'est une expérience, même si elle est interactive, va être véritablement nourrie par le cinéma et des médiums beaucoup plus imagés dans leur narration. Ok, on remarque aussi également qu'il y a la présence d'un premier plan qui est extrêmement sombre avec des noirs qui sont complètement bouchés. Donc si on pipetait sur Photoshop cette image-là, le noir c'est un enfin c'est un noir à 0%, donc c'est vraiment un noir pur. Et il y a un effet de perspective atmosphérique qui va découper les silhouettes, les shapes, des différents plans pour donner une sensation de profondeur à l'image. Ok, je parle beaucoup, je joue peu, mais tous ces éléments-là, c'est des choses qui sont fondamentales et qui font partie de l'ADN de Inside. Et après, j'en parlerai, je pense, plus trop parce que c'est un peu la grammaire visuelle qu'il met en place dès les premières secondes du jeu. Et c'est quelque chose qui va être de manière universelle dans l'ensemble de l'expérience. Ok, donc on se lance dans l'aventure. Et comme je le disais, le personnage se déplace que sur un plan, gauche à droite. On peut sauter. Et même s'il n'y a pas de chemin tracé au sol, il y a quand même une forme de le passage est légèrement plus lumineux. Je pense que les développeurs ont placé des spotlights ou des point lights dans la scène 3D pour montrer que le chemin est dans ces directions et que l'on ne peut que marcher sur ce passage et que quelque part il n'y a pas d'autre choix possible. Donc bien sûr, ça limite en partie l'expérience du joueur et le jeu vidéo est un médium par nature interactif et donc euh, on pourrait se dire qu'un bon jeu vidéo c'est un jeu vidéo qui va à chaque instant offrir
un maximum de choix au joueur pour l'inviter à surmonter sa zone de confort et à apprendre par l'interactivité. Donc on pourrait se dire que c'est assez limitant, mais au final, le fait de créer cette limitation va forcer le développeur à être créatif et imaginatif dans leur choix de mise en scène et de puzzle et de choses comme ça. Là, on arrive à un première embûche. Alors là, c'est assez fou. Je pense que la première fois que l'on lance le jeu, il y a peut-être possiblement une interface graphique qui va indiquer au joueur qu'il faut qu'il appuie sur A s'il joue à la manette ou sur la flèche du haut sur le clavier s'il joue sur ordinateur pour grimper. Donc ça paie pas de mine, c'est relativement naturel comme action parce que on a l'habitude quand on se balade en forêt, si on est coincé, de grimper sur des éléments. Et même si c'est une action fondamentale que l'on voit dans quasiment 100% des jeux d'action, platformer, etc., c'est quand même une action que les développeurs se doivent d'introduire aux joueurs et de faire en sorte d'être absolument certain que c'est quelque chose qui est absolument compris par le joueur. Et là, vu qu'on est dans les premières secondes, premières minutes de jeu, il faut que le jeu soit sûr que des joueurs novices et aussi des joueurs expérimentés soient mis au même pied d'égalité. Euh, voilà. Et c'est pour ça qu'Inside est un jeu très intéressant. C'est parce que c'est un jeu qui est très riche et très profond, mais qui va aussi guider le joueur et le prendre par la main, mais de manière très subtile et respectueuse en quelque sorte. Il va pas y avoir un menu qui va popper comme étant une interface par-dessus le jeu, et tant que l'on n'a pas appuyé sur le bon bouton comme le jeu nous le demande de faire, voilà, il y a des jeux qui font ça, qui font le choix de nous bloquer dans notre expérience interactive pour être sûr que l'on a intégré une sorte de tutoriel de leur part. Mais là, c'est pas le cas. Et tant que l'on n'a pas appris que l'on pouvait sauter dans ce jeu, on ne peut pas avancer. Et c'est pas grand-chose, mais c'est extrêmement important, puisqu'en fait, le saut va être une mécanique qui va nous sauver la vie plus d'une fois. Et une fois qu'elle va être intégrée, elle va être très naturelle et ça va être une forme d'atome du game design. Mais voilà, cette petite séquence-là, en plus d'être un hommage à Limbo, parce que cette image du petit garçon perdu dans la forêt qui traverse un gouffre par-dessus un arbre, c'était une image iconique à Limbo. Donc c'est un peu une auto-citation, mais qui est plus de l'ordre de l'hommage et de l'ordre de dire, voilà, on va extrapoler ce qu'on a exploré avec Limbo, et cette fois-ci on va aller plus loin et on va vous proposer une nouvelle expérience. Parce que pour le moment, les deux débuts des deux jeux sont extrêmement similaires, et donc il y a une forme de clin d'œil de la part des développeurs aux joueurs qui auraient fait Limbo. Mais c'est là où ça va être très intéressant parce qu'en fait les univers n'ont absolument rien à voir, même s'il y a des points communs dans les thématiques et les ambiances et la mise en scène et des idées de game design, mais c'est des propositions radicalement différentes. Ok, donc là on voit d'ailleurs qu'on peut pas aller marcher dans la profondeur de l'image parce que il y a une falaise ou des arbres qui nous bouchent la vue, et donc voilà, on arrive ici et donc notre œil est attiré par la zone plus claire à droite de l'image. Si on prenait cette capture d'écran et qu'on la floutait dans Photoshop, l'image resterait extrêmement lisible avec la petite lumière rouge qui attire directement notre œil, et le jeu entre des formes droites et organiques que sont les arbres et des formes beaucoup plus carrées
et structurante. Donc on sent qu'on arrive vers un monde humain et les choses n'ont pas l'air très cool parce qu'on arrive directement à des barbelés et à des barrières qui sont censées nous dire vous n'êtes pas censé aller là et il y a potentiellement un danger ou en tout cas vous n'êtes pas autorisé à venir ici. Et il y a un espèce de paradoxe inconscient qui se forme dans l'esprit du joueur, mais je pense que le jeu joue là-dessus. C'est la barrière dans, dans le lore, dans la diégèse du monde. Cette barrière est mise ici pour empêcher d'éventuels intrus de pénétrer dans cette zone. Pourtant, vu que c'est un jeu vidéo, ça a l'effet inverse pour le joueur. C'est genre, oh, ok, je comprends que ça fait partie du lore, mais en fait, c'est véritablement une forme d'invitation à progresser et c'est une forme de validation de, oh, en fait, il y a une barrière, c'est donc bien par là qu'il faut que j'aille, parce que c'est là où l'aventure va continuer. Et voilà, cette barrière crée un mystère et ça donne envie d'aller percer ce mystère parce qu'il y a des questions qui se posent. Qui est ce garçon? Que fait-il seul dans la forêt? Est-ce qu'il est perdu? Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il essaye de rentrer chez lui? Est-ce que il va quelque part? Est-ce qu'il a un objectif en tête? On ne sait pas. Tout ça est très mystérieux et c'est un jeu qui va justement volontairement brouiller les objectifs et ouais, les intentions de son personnage et les intentions des personnages présents dans le monde pour créer une forme de curiosité de la part du joueur. Ok, on voit ici déjà que le jeu introduit, on ne sait pas encore si c'est une menace, mais une forme de peur dans l'arrière-plan. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vu passer des silhouettes. Et donc, encore une fois, ça crée un mystère. On ne sait pas si ces humains sont... euh, est-ce qu'ils font partie de l'armée? Est-ce qu'ils travaillent là? Est-ce que c'est des gardes? On ne sait pas trop. Et même si la zone où on va aller, on est en totale sécurité et que c'est juste de la mise en scène, ça introduit un sentiment d'insécurité et de peur. Et le joueur, intuitivement, les joueurs novices qui ne connaissent pas ce jeu vont naturellement éviter de courir ou de faire du bruit, même si en fait, en termes de code et de gameplay, ça ne change rien. Je pourrais courir à cet endroit-là et ça ne change rien. Hop, l'animation de notre personnage a changé. Ici, on se baisse. Donc je suis invité à me déplacer lentement. Et voilà, je me pose la question de ce camion qui part dans la perspective atmosphérique dans l'arrière-plan. Ce camion qui était chargé d'humains, je crois. C'est très bizarre. Ça introduit l'idée que peut-être on est à une époque, peut-être qu'on n'est pas dans le présent, peut-être qu'on est durant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, l'esprit du joueur se pose beaucoup de questions et essaye de relier ces images à son propre imaginaire ou alors à un imaginaire collectif. Et en fait, on découvrira qu'il ne s'agit pas de ça du tout, mais que c'est bien un univers propre euh, et que c'est ouais, c'est vraiment une œuvre unique. Ok, donc là, la composition de l'image introduit l'idée qu'à l'arrière-plan, il y a potentiellement une menace avec ces silhouettes qui marchent. Et le jeu a été créé sur Unity, qui est un logiciel de création de jeux. Et l'équipe de développement a justement développé tout un système de caméra rig où la caméra est en quelque sorte accrochée à un rail invisible. Et en fait, euh, on voit que la caméra bouge un petit peu parce qu'il y a un script qui fait qu'elle a une forme de respiration. Et ça donne l'impression qu'il y a un caméraman humain qui est observateur de la scène, comme si
la caméra qui habituellement est contrôlée par le joueur, là elle est contrôlée par quelqu'un d'autre, une sorte d'œil omniscient qui va observer le joueur. Et je dis pas ça par... je fais pas forcément de la suranalyse. Peut-être que c'est un peu de la suranalyse, mais c'est des choses dont les développeurs et les techniciens qui ont travaillé sur le jeu ont parlé en interview ou lors de conférences notamment des chaînes YouTube comme la GDC, Game Developer Conference, ou ce genre de choses. Et quand on connaît la fin du jeu et notamment la fin cachée, qui, je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'il faut la découvrir, mais quand on connaît la fin, on perçoit ces subtilités de mise en scène et on comprend euh, que le fait que les développeurs puissent choisir où positionner exactement leur caméra et donc d'avoir un véritable contrôle au pixel près de leur cadrage, c'est pas seulement une volonté technique et de mise en scène et pas seulement pour offrir une bonne expérience aux joueurs, c'est aussi, ça fait partie de leur propos narratif et de leur, leur thématique par rapport à ce projet. Parce que là, voilà, ils contrôlent tout à fait. Chaque arbre a été placé à la main, bien sûr, par un graphiste ou par le level designer pour inviter à découper, enfin, la composition découpe ces différents plans. Et donc, ça fait une composition vraiment carrée avec une forme de fenêtre naturelle qui invite le regard à aller derrière et donc à ressentir cette forme de mystère et de potentiel danger. Voilà. Tout ça pour dire que même si on a l'impression d'être dans une forêt très organique et naturelle, en fait, chaque, euh, chaque pierre, entre guillemets, chaque arbre est positionné de telle sorte à créer une composition d'image et à- à jouer sur une sensation justement du joueur. Là, par exemple, on passe d'un espace à un autre. On n'est pas dans une architecture humaine, mais on a bien la sensation ici qu'à l'arrière-plan, il y a un espace très aéré avec cette perspective atmosphérique qui va apporter du blanc dans l'image et donc qui va aérer l'image. Et ici, en plus de jouer sur un peu un changement d'altitude dans la position de notre personnage dans l'écran, il y a aussi cette espèce de mur d'arbre à l'arrière-plan qui va créer une séparation et donc qui va inconsciemment, chez le joueur, lui faire comprendre qu'il change d'espace et donc qu'il est peut-être en sécurité parce qu'il a quitté les dangers de la première clairière. Mais là, on rentre dans une nouvelle clairière avec des nouvelles choses. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Inside, mais c'est un jeu que je connais plutôt bien. Donc là, je sais exactement ce qui va se passer. Et je pense que dans la plupart des cas, je vais faire exprès de mal jouer pour voir ce qui se passe et comprendre quelles sont les volontés de mise en scène des développeurs. Donc là, on arrive et on voit clairement que la menace humaine est beaucoup plus proche. Cette fois-ci, les personnages que l'on voit ici dans la droite de l'écran ouais, ils sont presque juste derrière le second plan. Donc en fait, là, on comprend que ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc là, il y a eu un trigger. Donc en fait, le jeu a déclenché un son, un bruit de craquement de branches. Et donc ça, c'est un événement scripté qui a fait en sorte que les deux ennemis là sur la droite de l'écran allument leur lampe torche et se déplacent vers la gauche pour essayer de trouver la source du bruit. Et donc, comme vous venez de le voir, j'ai fait exprès d'avoir peur et de courir vers la droite pour m'échapper de cette menace. Et évidemment, je me suis mis à courir trop tôt et je me suis fait attraper par ces deux affreux personnages et je suis mort.
Et c'est un jeu qui est pas cool. Et les morts sont souvent très atroces. Alors là, je sais plus. Je crois que si je reste ici... Non, je suis caché, donc les personnages ne me voient pas. Donc là, il fallait que j'attende et pas que j'aille vite pour pouvoir m'échapper. Il fallait que je prenne le temps de lire mon environnement. Et c'est une forme de communication non verbale. Il n'y a aucun texte à l'écran, il n'y a aucun personnage non joueur qui me dit quoi faire. Je comprends intuitivement que c'est un jeu où il va falloir que je sois attentif et euh, où le timing va être important. Alors là, en fait, je pense que je pourrais revenir sur mes pas. Les ennemis sont partis. Je pense que je ne peux pas me faire attraper. Mais je suis pas censé le savoir. Et ici, j'arrive face à cette espèce de frigo. Ouais, c'est fou. Et il y a un oiseau. Alors, l'oiseau, je vais pas analyser parce que je n'ai aucune idée de quel est le symbole de l'oiseau dans le jeu. Quand je m'approche, il a peur et il s'envole. Et je pense, j'ai la sensation que c'est un symbole de liberté. Parce qu'il y aura d'autres oiseaux qu'on va croiser dans le jeu. Et dans la plupart des jeux, c'est juste de la mise en scène. Alors là, on voit, petite parenthèse, on revoit le camion à l'arrière-plan, comme si on le suivait, comme si l'objectif du joueur c'était de suivre ce camion. J'en reviens à l'oiseau. Les oiseaux, c'est pas juste des props décoratifs. Tout ce qu'on appelle props dans le jeu vidéo, c'est des éléments présents dans le décor. Donc ça peut être des objets, des tables, des éléments décoratifs ou des éléments animés ou des animaux. J'ai l'impression que vu que le jeu a quand même un message par rapport au contrôle et par rapport à la place du joueur dans tout ça, je pense que les oiseaux, il y a un rapport avec ce thème-là. Mais j'en suis pas sûr. Ok, donc là on arrive ici. Et encore une fois, ce genre de composition, elle serait pas possible si la caméra, si les développeurs n'aient pas choisi où positionner exactement la caméra, quelle profondeur de champ elle a, quelle focale. Euh, Parce que on voit clairement que le mur qui a une belle diagonale d'ailleurs, euh, vraiment il découpe l'arrière-plan et il va vraiment créer cette ligne avec la route qui va diriger le regard sur bah, la menace en fait. Et ça paraît évident quand je le dis, mais c'est très difficile de composer une image avec autant de précision. Surtout que le garde avec son chien arrive pile poil dans le coin du mur et ça pourrait être très facile de ne pas faire attention en tant que créateur de jeu à ce genre de détails et qu'il y a un élément dans la perspective qui cache, qui overlap cet élément qui est extrêmement important. Et il est important non pas seulement pour prévenir le joueur, mais pour lui introduire l'idée qu'il va potentiellement être poursuivi par des chiens ou voilà. Et ça crée une angoisse et ça fait monter une tension dramatique. Ok, là, encore une fois, j'ai pas d'interface qui apparaît à l'écran, mais je pense que le jeu à ce moment-là, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez apprendre qu'il y a une seule touche d'interaction possible dans Inside, contrairement à d'autres jeux où on peut sauter, tirer, changer de place la caméra, faire des tas d'actions très complexes. Là, si j'appuie sur X, je peux interagir avec ce frigo et naturellement, je vais le diriger vers la droite parce qu'encore une fois, il y a cette espèce de rayon de lumière qui vient se positionner comme par hasard exactement là où j'ai besoin de savoir où je dois aller. Et le fait que ça fasse du bruit aussi quand le frigo tombe, c'est
ça amplifie cette tension dramatique de oulala, j'espère que je me suis pas fait entendre par les potentiels gardes que j'ai laissés derrière moi ou par ceux qui sont plus loin. Là, je vais me laisser glisser en bas. Et encore une fois, c'est un événement scripté. C'est à ce moment-là que je rentre potentiellement dans une boîte invisible qui est ce qu'on appelle un trigger, qui va déclencher l'animation du départ du véhicule. Un peu comme si on était dans un film interactif et qu'il y avait des éléments qui nous attendaient pour se déclencher. Donc du coup, ça introduit un peu l'idée que, bah oui, c'est un monde fictif, c'est normal, c'est un jeu vidéo, mais encore une fois, ça fait aussi partie du propos du jeu. Alors, je ne sais plus le nom du sound designer de Inside, mais c'est le même que sur Limbo. Il a aussi fait des conférences super intéressantes sur la manière dont il fait des prises de son et comment il fait du mixage directement in-game pour créer ces différentes ambiances. Donc je pense qu'il est vraiment allé avec des micros dans la forêt, record, enregistrer des différentes ambiances naturelles. Et en fait, dans des logiciels comme Unity ou l'Unreal Engine, par exemple, on peut positionner spatialement dans la scène 3D ce qu'on appelle des speakers. Ce sont des game objects invisibles pour le joueur, mais qui vont être une sorte de source sonore spatialisée. Donc en fait, on peut spatialiser par exemple des sons d'ambiance en donnant l'impression que ils ont leur propre réverbération par rapport à l'endroit que l'on traverse, etc. Et là, je pense qu'il y a un speaker qui a été positionné au niveau du chien pour euh, amplifier l'idée qu'il y a un danger. Et je sais plus comment, je crois qu'il y a une phrase qu'on retrouve aussi dans le médium du cinéma, c'est on voit mieux ce que l'on entend et on entend mieux ce que l'on voit. Et ça, c'est totalement vrai en fait. S'il n'y avait pas eu ce petit son propre au grognement du chien, euh, inconsciemment, je l'aurais peut-être moins vu et j'aurais moins perçu la menace. Et voilà. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple, mais voilà. Alors là, ce qui est amusant, c'est que je peux m'arrêter complètement au centre et ils ne me verront jamais. Mais vu que le chien est animé et qu'il lève la tête de manière un peu nerveuse, ça introduit l'idée que peut-être il est en train de sentir mon odeur ou voilà. En tout cas, ça, ça crée une histoire dans la tête du joueur et voilà. Je pense que là aussi, le jeu introduit quelque chose qu'on retrouvera aussi beaucoup plus tard, c'est l'idée que on est visuellement protégé derrière le premier plan, comme si il y avait ces espèces de surfaces sombres, ces espèces de murs là, derrière lesquels on pouvait se cacher. Et je pense notamment à une autre séquence de gameplay plus tard, où il faut vraiment, là vraiment, si on reste ici, on peut être en danger et il y a une notion de timing, il faut vraiment passer de l'un à l'autre au bon moment. Et c'est assez fou parce que visuellement, on est dans un environnement qui n'a rien à voir, mais thématiquement, cette idée est introduite ici. Et c'est assez fou comment on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose pour le moment, mais à quel point le jeu est en train d'introduire des idées qui sont hyper importantes, même si elles sont à un niveau de difficulté quasi zéro. Et c'est fou, vraiment c'est fou. Donc là, prêtez attention au design sonore et on a l'impression de changer d'environnement et d'ambiance. Et là, oh, on est coincé. On essaie de sauter, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe si on essaie de prendre de l'élan et on saute? On ne peut pas. Alors là, il y a
quelque chose qui est très important aussi en termes de level design. Donc le level design, c'est tout le travail sur le niveau, donc sur l'environnement. Là, le jeu nous montre de manière extrêmement claire qu'on a beau essayer différentes stratégies, il est clairement impossible pour notre personnage, qui est un personnage, c'est un enfant, ce n'est pas un soldat ou un super-héros, il ne peut pas sauter très loin, il ne peut pas sauter très haut, et donc il est clair que on a toujours un peu la même courbe de saut, la même inertie, et c'est voilà, c'est trop loin. En fait, encore une fois, je dis quelque chose qui paraît évident, mais le trou a une durée très spécifique qui était vraiment calculée pour qu'il n'y ait pas de doute possible sur le fait qu'on ne puisse pas sauter par-dessus. Si ce rocher-là avait été placé 30 cm à gauche, il y aurait eu potentiellement une confusion sur la durée du saut. Et donc, c'est possible que si ça n'avait pas été assez clair, le joueur ne comprenne pas qu'il ne puisse pas sauter et essaye désespérément de passer ce gouffre et qu'il ne comprenne pas qu'il faut revenir sur ses pas pour prendre la caisse qui est ici. Et donc là, cette petite énigme qui est extrêmement simple, hein, il n'y a rien à faire, elle nous introduit l'idée que l'élément nécessaire à la réussite de l'énigme, potentiellement l'item dont on a besoin ne se situe pas dans le cadre, mais se situe hors champ et il va falloir aller le chercher. Et donc là, on peut passer. Là, à l'arrière-plan, on voit un faisceau lumineux qui clairement est contrôlé par un humain. Il y a la chaîne YouTube Game Next Door, qui est une chaîne YouTube française qui parle de jeux vidéo, qui est passionnante. Et leur première vidéo, quand ils étaient encore à Gamecult, portait sur une analyse de la mise en scène aussi de Insight. Donc eux, ils avaient fait une vidéo montée beaucoup plus courte que ce que je fais là. Ils avaient fait une analyse sur justement la présence de la lumière et à quel point le jeu, dans sa première moitié, va introduire inconsciemment chez le joueur l'idée que les lumières sont source de danger. Voilà, c'est celui qui contrôle la lumière, celui qui a la force, ce sont les autres. C'est les gardes, c'est les humains, etc. Donc là, c'est ce que va faire cette séquence de jeu ici. Je glisse. Et là, cette fois-ci, j'ai pas le choix. Si je m'arrête, je me fais voir. Et là, je parlerai après. J'ai fait exprès de mourir. J'ai hésité, je voulais peut-être me faire attraper par le chien. Donc si on se fait attraper par le chien, ça donne ça. Voilà, hein. C'est horrible. Alors là, je suis un peu impassible parce que je connais bien le jeu. Je vous assure que la première fois que j'y ai joué, c'était... et pourtant, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. Et des situations un peu similaires, j'en ai déjà vécu. De sensations de danger. Mais là, on a vraiment peur pour différentes raisons. Déjà, le jeu est très très bon en termes de rythme. C'est qu'en fait, ça fait 5 minutes. Alors, là, cette séquence-là, je prends mon temps, donc ça fait déjà de longues minutes que je parle. Mais si c'était une vraie session de jeu, ça fait peut-être 5 minutes qu'on marche dans la forêt. Et il se passe pas grand-chose. Et donc, on a une sensation de danger, mais il n'y a pas de véritable danger. Et là, le premier vrai danger et la première expérience de mort arrive, et c'est beaucoup plus impressionnant par effet de contraste. Il y a aussi le fait que notre mouvement dans l'eau soit
très difficile et le chien, lui, il aille très vite. Donc ça fait très peur. On se sent tout petit et fragile. Et là, le rayon de lumière se pose comme par hasard là où on doit aller et le véhicule se met en route. Donc encore une fois, la lumière des phares introduit l'idée que l'autre, donc les adultes, les humains, sont une forme de menace. Là, on introduit aussi l'idée qu'à l'arrière-plan, il y a potentiellement du danger dans la lumière. Il n'y en a pas, mais ça introduit cette idée. Là, le second plan est très chargé, donc on est un peu en sécurité dans les sous-bois. Mais cette fois-ci, l'espace s'ouvre. Je vais faire exprès de mourir. Je connais la solution, mais voilà. Là, la lumière nous poursuit. On est vraiment pourchassé et donc on est en danger par rapport à ça. Voilà. Alors là, on n'est pas tué par balle, on est tué par des espèces de fléchettes empoisonnées. Et encore, on retrouve la couleur rouge qui est une couleur psychologiquement forte, qui est vraiment similaire au danger. Ouah. Chaque fois, c'est fou. Vraiment, il y a une notion de... Vraiment, le level designer a une véritable connaissance de l'inertie de son personnage, de l'animation, pour donner vraiment cette sensation de ouf, c'est pas passé loin, alors qu'en fait, tout est contrôlé. Voilà, donc là, on est clairement dans la lumière, et la menace a une lampe torche. Hop. Donc rien n'est dû au hasard, hein. Si le garde lâche sa lampe, et si elle se retourne par rapport au sol et qu'elle nous éclaire, c'est pas pour rien, c'est pour éclairer la mort. Donc là, on a eu une espèce de variation de la première énigme où il fallait pas aller trop vite. Je le refais. Donc le jeu est basé sur un système de checkpoint. Donc en fait, si l'on meurt, on va réapparaître juste avant que l'on s'arrête. Alors là, il y a une véritable tension parce qu'on sait qu'on est poursuivi. Et donc on n'ose pas forcément s'arrêter derrière la ruine de la camionnette. Bon, là par contre, il faut juste courir. Encore une fois, la menace porte le lampe torche. Là, je pense que je vais réapparaître juste à côté. Ah non, ok. Ok, c'est intéressant. Personnellement, je pense que le checkpoint est très bien placé. Ils auraient pu faire en sorte que si l'on meurt, on réapparaît juste avant. Mais c'est actuellement une bonne chose de devoir recommencer les 3 sauts, se cacher derrière la camionnette si on meurt. Parce que c'est une manière de nous forcer à apprendre à lire l'environnement, à éviter les pièges, notamment la cette arme qui apparaît claire sur le faisceau. Voilà. Et cette punition de recommencer légèrement en avant, c'est une manière de forcer le joueur à maîtriser sa peur et à être attentif à ce qui se passe. Est-ce que je vais faire tout le jeu ou pas? Parce que ma question c'est, est-ce que je vous montre... Bon, ok, si on plonge sous l'eau, là le jeu introduit une nouvelle mécanique qui est... notre personnage est fragile et il ne peut pas respirer sous l'eau. Et il a droit à 3 ou 4
secousse de cage thoracique ou de respiration, je sais pas comment dire, avant de se noyer. Et le jeu introduit une idée, donc avec la couleur jaune, on voit que sous l'eau il y avait cette espèce de câble de couleur jaune que l'on peut suivre. Alors là, clairement, en fait, on arrive dans une zone qui est un secret, qui est optionnel et qui est caché. Et donc, c'est un secret qui est facile à trouver, parce qu'entre guillemets, il faut juste aller vers la gauche quand on est sous l'eau. Mais la plupart des joueurs vont continuer à aller vers la droite parce que inconsciemment, on leur a appris que pour avancer, il fallait aller à droite. Ils pensent pas forcément à aller sous l'eau, à nager sous l'eau. Alors là, ça c'est vraiment très étonnant. On sent qu'il y a quelqu'un qui a fait un feu. On sait pas qui. Comme si on n'était pas seul. Ah, ça c'est intéressant. Alors, le style visuel du jeu, on va dire, est semi-réaliste. C'est un réalisme stylisé. Il est fait en 3 dimensions. Il a été modélisé sur différents logiciels et puis assemblé dans Unity. La modélisation, elle, est ce qu'on appelle, elle est en low poly. Low qui veut dire peu et poly qui vient de polygone parce que le polygone c'est l'atome des modèles 3D. Un polygone c'est une sorte de triangle. Donc en fait les modèles 3D n'ont pas beaucoup de définition. Donc ça a plusieurs fonctions. Déjà c'est plus optimisé pour la mémoire vive de l'ordinateur quand il va être lancé et qu'il va jouer le jeu. Ça permet d'afficher plus d'éléments à l'écran, etc. par contraste. Mais c'est aussi une volonté artistique. C'est pas que les développeurs et que les graphistes 3D sont feignants, qu'ils ont eu la flemme de modéliser plus de polygones et donc d'avoir plus de détails dans l'image. On associe souvent à tort que la qualité visuelle d'un jeu réside dans son niveau de détail. C'est pas forcément le cas. Et les textures sur les modèles 3D sont soit absentes, soit extrêmement douces. Il y a peu de spéculaire, il y a peu d'effets de reflets et de brillance dans les objets. Et les textures sont souvent très douces, elles n'ont pas de grains trop forts, elles n'ont pas de contraste élevé. Elles sont souvent très douces. Et donc ça va permettre au jeu d'être plutôt lisible par sa mise en lumière. Le jeu a des sources de lumière distillées comme ça, et donc il va plutôt baser sur des lumières qui seront plutôt diffuses avec des ombres douces et donc des effets d'illumination globale. Donc, c'est-à-dire que si on place une source de lumière unique, la grotte ici n'est pas plongée totalement dans l'obscurité parce qu'il y a des rebonds de lumière qui agissent comme dans la réalité. Donc Unity a notamment un système de baking de l'illumination globale ou Global Illumination en anglais ou JI, c'est un diminutif pour ça. Et donc il va plutôt baser sa 3D et donc son style visuel, sa direction artistique sur un réalisme de lumière, de la manière dont la lumière réagit sur les objets 3D plutôt que sur une modélisation très stylisée, très réaliste. Et je dis tout ça parce que vu qu'on est avec un traitement low poly, ça va permettre de jouer beaucoup plus sur la shape des éléments et la manière dont ils prennent la lumière. Par exemple, ici, la barrière va avoir une rim light, donc une sorte de contre-jour qui va dessiner à la manière d'un peintre clair-obscur, ce qui est important. Et ici, on voit clairement qu'il y a cette espèce de colonne en bois qui apparaît totalement sombre sur fond clair, gris, avec ici ce petit rond qui est vraiment une forme de signature graphique d'interactivité. Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment, pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien, je vais vous le dire. Euh, c'est ce qu'on appelle une affordance. Une affordance, ça vient de l'anglais, ça veut dire que euh,
un objet, ça vient du design utilisateur, quand il est utilisé, euh, sa forme est en lien avec sa fonction. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est que intuitivement, on comprend que c'est une poignée et elle est vraiment positionnée de manière extrêmement lisible en silhouette pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Et euh, un bon designer va faire des choix et souvent, euh, les meilleurs choix, c'est... Comment dire? Comment formuler cette phrase? En fait, si si cet anneau est aussi lisible dans le décor, c'est parce qu'on n'en a pas vu d'autres ailleurs. Et en fait, là, visuellement, ce poteau est très clairement interactif. Pourquoi? Parce que par contraste, il n'y a pas d'autres éléments interactifs dans la scène. Et donc, les designers ont fait le choix de ne pas mettre d'affordance sur d'autres éléments, notamment les espèces de cages qu'on voit à l'arrière-plan. Ok, donc là, ça joue un peu avec la physique. Hop, waouh. Il y a un travail d'animation. Là, je pense pas que l'écroulement et la mini-explosion de planche aient eu lieu en temps réel avec le moteur physique de Unity. C'est possible, mais je pense que l'animation était bakée et a été pré-sauvegardée pour être simulée à ce moment-là. Voilà. Donc là, il y avait cette espèce de truc étrange qui fait vraiment partie de la diégèse du jeu. On n'a jamais vu ça ailleurs dans le monde réel. On dirait une mine antipersonnelle, mais c'est pas une bombe. On sait pas ce que c'est. Et le seul truc que je pouvais faire, c'était justement tirer sur la lumière. Et donc c'est un des premiers éléments où la lumière n'est pas une forme de menace, mais autre chose. Et donc là, on se dit, j'ai eu une action sur ce truc électronique et je sais pas ce que ça fait. Et donc ça participe encore plus au mystère, mais dans un coin de ma tête, en tant que joueur, je me dis, oh, c'est étonnant, j'ai dû faire un truc, je vais aller voir ce que c'est. Et au final, le jeu ne nous dit pas ce qu'on a fait. On l'apprendra que bien plus tard, et c'est notamment un élément facultatif. Quand on a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, on sait clairement que c'est un easter egg, et que c'est potentiellement, si on en débloque plusieurs dans le jeu, ça va nous permettre d'accéder à potentiellement une fin secrète. C'est pas le premier jeu à faire ça, et voilà. Voilà. Donc là, c'était une zone optionnelle. Et donc, un joueur novice, après la séquence de course-poursuite, quand il plonge dans l'eau, donc là, il a vécu une scène assez intense après la course des poursuites avec les chiens. Et voilà, il vient de passer un truc très angoissant. Et donc, je sais pas où je vais avec cette phrase. Mais donc, on voit bien que si on se fait tirer dessus, si on va dans la lumière, c'est bien une validation que c'était une menace et on se fait tirer dessus. Donc on est invité à changer d'espace, à aller sous l'eau et à surmonter notre peur de mourir sous l'eau en allant éviter les rayons de lumière. Voilà. Donc là on voit qu'il y a véritablement un travail d'ambiance avec les effets de particules avec l'eau sur la pluie. C'est pas très compliqué à faire, mais qu'est-ce que c'est beau. Ok, on va bientôt arrêter notre session d'analyse. Je crois qu'on va arriver au champ de maïs. Voilà, là le jeu introduit l'idée qu'il y a des cochons morts et qu'on fait vraiment partie d'un monde qui est une diégèse très dark, très, très sombre, très malsaine. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on passe sur des tons un peu plus verts dans les ombres.
Ok, donc on a passé une bonne première séquence de jeu et on arrive au champ de maïs et on arrive à l'endroit où je voulais m'arrêter. Alors regardez-moi le souci de l'animation. Il y a deux animations qui ont été créées spécifiquement pour passer cette rambarde, soit au milieu, soit hop. C'est génial, c'est vraiment génial. Ok, on va juste passer le champ de maïs. Et oui, je suis au courant qu'il y a un secret juste ici, je crois. Mais je vais pas le faire. C'est un des secrets les plus cachés et j'en reparlerai éventuellement plus tard si je continue cette analyse du jeu. On va s'arrêter là parce qu'on change radicalement d'ambiance et on arrive à des choses très intéressantes, des nouvelles mécaniques de jeu, mais j'en parlerai éventuellement dans une prochaine vidéo. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste faire une petite conclusion de fin. Je vais me remettre en plein écran. Voilà, j'espère que ce format vous plaît. Je suis pas du tout professionnel dans les analyses. C'est mon premier essai jeté comme ça. J'avais déjà fait une première analyse sur Limbo avec un montage et ce genre de choses, mais c'était vraiment pas au point et pas exceptionnel. J'ai plein de projets dans ma vie, j'ai envie de faire plein de trucs et j'ai pas envie de prendre trop de temps à faire des véritables essais vidéo montés. Il y a des gens qui font ça très bien, qui font un vrai travail de journaliste ou d'analyse. Mon but, c'est pas de devenir un youtubeur professionnel, c'est juste de partager ce qui me passionne et ce que je comprends et perçois du jeu vidéo en espérant que soit ça attise votre curiosité, si vous êtes joueur et que vous tombez sur ce genre d'analyse, peut-être que ça va vous inviter à regarder différemment ce médium et de voir qu'il y a des choix, des intentions graphiques, esthétiques ou de gameplay bien réfléchis par les joueurs, par les développeurs. Et voilà, si vous êtes développeur ou étudiant ou que vous êtes en train de découvrir aussi cet envers du décor, ben, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Si, comme moi, vous travaillez dans cette industrie, tous les trucs que j'ai dit là sont des choses absolument évidentes et vous vous doutez bien que ce que je fais là, ça se rapproche un peu d'un travail de vulgarisation. Et je dis des choses qui sont pas forcément techniquement très poussées, mais ça reste high level, on peut dire. Voilà. Donc je me suis peut-être lancé un peu sur un gros morceau parce que Inside, mon humble avis, c'est un chef-d'œuvre absolu, rarement égalé. Et donc voilà, un de mes facteurs d'épanouissement personnel, c'est la création d'univers, la création de jeux, la création d'espaces 3D. Et donc j'apprends sur mon temps libre et à côté de mon travail à développer des jeux, à coder, à intégrer les différents savoir-faire nécessaires à la création d'un jeu et ils sont vraiment nombreux. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de jouer à des bons jeux, c'est aussi intéressant de jouer à des jeux moins bien pour comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Si c'est pas bien, comment améliorer les choses, si c'est bien, pourquoi ça marche d'un point de vue général, pourquoi ça marche par rapport au langage du jeu vidéo, pourquoi ça marche par rapport à la grammaire, pourquoi ça marche spécifiquement par rapport aux propos d'un jeu en particulier, etc., etc.
Donc voilà, donc c'est mon premier essai comme ça et je me dis que c'est un bon format, quitte à jouer à des jeux vidéo, autant partager les flux de pensée, les raisonnements, quitte à jouer un peu plus lentement, voire beaucoup plus lentement, c'est pas grave, c'est intéressant et bon sang, regardez-moi, qu'est-ce que c'est beau! C'est une peinture quoi. Ils ont vraiment fait un travail sur le compositing qui est fantastique quoi. C'est un jeu qui a une esthétique très dure, mais en même temps, enfin qui a une ambiance très dure et des thèmes très durs, mais un visuel très doux quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment la technique au service de la direction artistique, au service du gameplay, au service de la mise en scène, au service d'un propos. C'est fou. Ok, eh ben je vous laisse là-dessus et puis voilà, on va découvrir plus tard ce qui se passe avec ces joyeux, mignons petits poussins. Ah, vous n'êtes pas prêts. Bon, allez, à bientôt.